Donc je voulais vous remercier déjà pour me permettre d'être là en distanciel, malgré tous les efforts faits pour organiser ça en présentiel. Et ce que je vais tenter de faire, en fait, c'est d'appliquer la méthode de distinction, de transfert proposée par Testard et qui vient d'être décrite par Valérie, dans un cas particulier dans le nord du Vietnam. Et peut-être que ça permettra d'éclairer un petit peu les discussions qu'il y a eu. Alors, je vais d'abord revenir rapidement sur la proposition méthodologique, mais comme Valérie l'a déjà bien détaillé, je ne vais pas détailler. Et ensuite, je vais l'illustrer par une étude de cas. Donc voilà, la question critique du don, sur laquelle je crois qu'on est revenu là dans la discussion, c'est qu'en fait, il y a plein de termes possibles pour parler des différents transferts non marchands. Et la question, c'est de quoi parle-t-on et avec quel concept et surtout quelle terminologie utiliser pour en parler. Et donc, ce que propose Alain Testard, c'est de les désigner et de les définir précisément. Donc, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, il y a une confusion terminologique assez générale depuis le don de Marcel Mauss. Alors, pour excuser peut-être Mauss, on peut dire que lui-même avait déjà précisé que les termes qu'il emploie n'étaient peut-être pas les meilleurs et qu'il donne seulement des indications et qu'il était amené aux générations suivantes de les préciser. Et donc, je pense que Testard a pu répondre à cette confusion terminologique que reconnaissait déjà Mauss. Parce que le problème, en fait, depuis Marcel Mauss, c'est qu'il y a la tendance à parler de dons pour toute la circulation non marchande. En fait, ça essentialise une diversité de transferts qui ne permettent pas de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement dans les sociétés observées. Et l'autre problème aussi, c'est cette tendance qu'il y a eu à parler de société du don et des sociétés du marché, qui illustre un peu ce grand partage entre les modernes ou les traditionnels, entre les civilisés et les sauvages. Et je pense que ça amène pas mal de biais de réduire une société au don ou au marché. Et que le travail de Testard permet justement de sortir un petit peu de ces biais essentialistes. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est un peu l'impossible catégorisation. Parce qu'évidemment, dans la réalité sociale, c'est souvent des mélanges, des enchevêtrements qu'on voit, et Testard le reconnaissait bien. Et lui, il veut faire un effort de classer, de mettre un peu d'ordre dans ce social, sachant que de fait, les pratiques sociales ne pourront jamais rentrer dans les catégories conceptuelles totalement. Et donc, il y a une espèce de ligne de crête, en fait, à suivre, qui est d'un côté, il faut éviter le relativisme radical en disant que dans toute société, on ne peut que parler dans les termes de la société et on ne peut jamais généraliser. Et l'autre biais, à mon avis, qui est la conceptualisation un peu désincarnée, où on remplace les pratiques sociales par des concepts. Et je pense que la proposition méthodologique d'Alain Testard permet justement de trouver cette ligne de crête, à la fois de trouver des catégories un peu générales qui permettent de discuter de pratiques sociales dans différents et de les comparer, mais en même temps de rentrer dans le détail de chaque cas empirique. Alors, dans un premier temps, il déconstruit le don, ça a été montré par Valérie, et ensuite il propose une théorie de la circulation non marchande. Donc lui, ce qu'il propose, en fait, c'est parler de ce qu'il appelle des formes sociales. Et l'idée, c'est qu'au-delà, en fait, de ce qui circule, est-ce que c'est réciproque ou pas, est-ce que ça circule dans les deux sens, c'est effectivement cette question de l'exigibilité qui est au centre de la manière de distinguer les transferts, notamment l'exigibilité de la contrepartie. Et donc pour lui, la définition est assez simple. À chaque fois qu'il y a le droit à exiger une contrepartie, on est dans le registre de l'échange. Et à chaque fois que ce droit fait défaut, nous sommes dans celui du don. Et avec ce critère de l'exigibilité, il donne deux définitions du don et de l'échange, sachant que le don, c'est donc la renonciation à tout droit sur ce bien, et l'échange, c'est lorsque les obligations sont exigibles. Et donc, il précise bien qu'il parle de forme sociale, c'est-à-dire qu'il ne prétend pas décrire le don et l'échange dans toute sa complexité socio-anthropologique, mais d'abord identifier les propriétés formelles, c'est-à-dire sans faire entrer en compte les intérêts, les motivations, les stratégies des acteurs. Même si l'acteur il considère, lui, qu'il est intéressé ou pas intéressé, qu'il attend un retour ou pas, ça, on verra ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, est-ce que le transfert est exigible? Est-ce que le retour est exigible? La question, c'est comment on fait pour savoir si le transfert il est exigible? Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se concentrer sur la nature des obligations. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque l'obligation elle est exigible, quand on peut faire usage de la force pour faire exécuter une obligation, on est dans le registre du juridique au sens large. Donc effectivement, ce n'est pas seulement le juridique avec un état
une cour, des juges, c'est tout ce qui est légitimé par la société, tout usage de la force considéré légitime par le groupe en question. Et à partir du moment où on peut faire appliquer une obligation avec possiblement, et le possiblement est important, par l'usage de la violence reconnue comme admise par la société, on est dans l'ordre du juridique. À partir du moment où on ne peut pas, on est dans un autre ordre, qui est peut-être une obligation morale, une obligation sociale, une obligation publique, mais en tout cas, on n'est pas dans l'ordre d'une obligation juridique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette distinction, elle marche autant pour les sociétés avec État que sans État. Donc les deux critères pour savoir si c'est exigible, c'est est-ce qu'on peut avoir recours à la contrainte ou à la violence, et est-ce que c'est légitime. Donc voilà, avec ce critère-là, à partir du moment où on peut exiger la contrainte, possiblement avec la violence ou dans l'échange, et à partir du moment où on ne peut pas l'exiger, quand bien même la contrepartie est fortement obligée, désirée, etc., mais on ne peut pas faire usage d'une violence légitime, on est dans le temps. Et donc la question, c'est comment on fait pour savoir si c'est exigible? Comment on fait pour savoir si l'obligation, elle est juridique ou d'une autre nature? Et ce qu'il dit précisément, c'est qu'il faut étudier les sanctions. Qu'est-ce qu'il y a comme sanction si on ne répond pas à une obligation? Et donc là, je vais vous illustrer ça dans le cas, une étude de cas au Vietnam. Donc on peut passer, voilà, donc on est dans le nord du Vietnam, c'est une société paysanne du delta du fleuve Rouge, dans la province de Nam Dinh. Voilà, moi j'ai travaillé dans un village sur la circulation non marchande, donc j'ai essayé d'étudier tous les types de transferts qu'il pouvait y avoir dans cette société, et j'avais le prisme d'Alain Testard en main. Donc ce que j'ai observé d'abord, c'est la diversité des formes de transfert. Il y a des transferts en nature, en argent, en travail, en biens de consommation. Il y en a qui circulent à sens unique, il y en a qui circulent à double sens, il y en a qui circulent par chaîne de prestations. La manière de donner est différente, les personnes impliquées sont différentes, ça peut être des individus, des groupes, des lignages, des esprits. Donc voilà, la première chose que j'observe, c'est ces grandes diversités. Donc j'ai d'abord dressé ce répertoire ethnographique pour essayer de voir déjà empiriquement qu'est-ce qu'il existait, et je me suis concentré en particulier, en tout cas c'est ce que je vais faire aujourd'hui, sur une forme particulière qui est le régime typique de circulation non marchande, c'est-à-dire parmi l'ensemble des trentaines de types de transferts différents que j'ai observés, il y en a certains que je considère particulièrement significatifs, qui sont ceux qui se déroulent pendant les mariages, lorsqu'on a une nouvelle maison, pendant les funérailles ou pour un problème de santé. Alors ce qu'il faut noter, c'est que c'est des flux qui sont intenses, c'est-à-dire que toutes les personnes sont impliquées plusieurs fois régulièrement dans leur vie. Ça représente un point important dans le budget des familles parce que ces transferts-là, aujourd'hui, sont principalement effectués en argent. Et l'idée, c'est que donc, quand il y a quelqu'un qui organise une cérémonie, que ce soit un mariage, des funérailles, l'inauguration d'une nouvelle maison, ou lorsqu'il tombe malade, il y a les gens qui sont invités, qui viennent rendre visite aux malades ou assister à la cérémonie, et c'est eux qui font un transfert en argent. Et tous ces transferts en argent qui sont donnés pendant ces cérémonies, aujourd'hui dans une enveloppe, sont inscrits sur un registre qu'on appelle le registre des transferts, dans lequel est indiqué le nom de la personne qui fait le transfert, le montant qui est donné, et ainsi que le lieu où il habite. Et donc, pendant ces transferts, lors de ces cérémonies, où c'est les invités qui donnent, la personne qui reçoit est amenée à donner en retour, et c'est pour ça qu'ils utilisent ce carnet, ce registre des prestations. Ça permet de savoir exactement qui nous a donné combien pour le mariage de notre fille ou de notre fils, qui nous a donné combien pour les funérailles de mes parents, qui nous a donné combien lors d'une nouvelle maison, pour ensuite rendre le même montant. Voilà, ça c'est un exemple du registre des dons, où on voit, donc c'est des pages et des pages, hein, il y a des centaines d'invités. Là, c'est les tables où on vient présenter l'argent, soit dans une enveloppe, soit en liquide, et les personnes inscrivent le montant des prestations. Donc, on se rend compte qu'il y a une réciprocité. L'idée, en fait, c'est que les invités participent à l'événement pour aider à l'organisation de l'événement, parce que c'est beaucoup de dépenses, ces événements. Quand on tombe malade, on a aussi des dépenses. Les invités sont là, ils donnent pour aider. Et nous, on a, à charge de revanche, on est appelé à aider en retour lorsque ces personnes-là ont un événement similaire. Donc, les gens qui me donnent pour mon mariage, je leur donnerai pour le mariage qu'ils organisent. Pareil pour les funérailles, pareil pour l'inauguration d'une nouvelle maison. Donc, on voit qu'il y a en termes de flux une réelle réciprocité.
Et la question se pose donc à quel type de transfert on a affaire. Donc on est bien dans un système de transfert réciproque lors d'événements cérémoniels, mais est-ce que c'est de l'ordre de l'échange non marchand ou est-ce que c'est de l'ordre du don? Autrement dit, est-ce que le retour qui est inscrit sur un registre, on regarde le montant pour rendre pareil, est-ce que ce retour est exigible ou il ne l'est pas? Et donc ce que j'ai fait, j'ai suivi la méthode d'Alain Testard pour mesurer cette exigibilité. Et donc j'ai été voir qu'est-ce qu'il y a comme sanction en cas de non-retour. Que se passe-t-il si quelqu'un reçoit mais qu'il ne rend pas? Alors quand j'observe les pratiques, je me rends compte que ça n'arrive pas. Je n'ai jamais observé de cas où les gens ne rendaient pas. Donc déjà, on est dans une situation où en tout cas l'obligation de rendre est très forte. Mais quand bien même elle est forte, ça ne veut pas dire qu'elle est juridique, qu'elle est exigible pour autant. Il peut y avoir des obligations morales ou sociales également fortes. Donc j'ai étudié les discours. Et j'ai donc posé des questions aux gens. Qu'est-ce qui se passe si vous recevez, mais si vous donnez, mais que vous ne recevez pas en retour? Est-ce que vous pouvez venir exiger le versement? Est-ce que vous pouvez venir aller chercher la contrepartie? Et là, tout le monde me répondait la même chose, c'est qu'on ne réclame pas si quelqu'un ne nous donne pas en retour. On ne peut pas rendre. C'est pas grave, il faut accepter. Et si certains ne peuvent pas rendre et ne le font pas, on ne dira rien. Par contre, on prendra des distances avec lui. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas les moyens de rendre, il faut accepter. Donc la possibilité de ne pas rendre, quand bien même elle est très rare, quand bien même ils ont des registres où ils inscrivent, ils essayent rigoureusement de donner en retour, est acceptée. Il y a une autre discussion qui est assez claire. J'ai dit, alors pour les enveloppes que vous recevez lors des mariages, est-ce qu'il faut donner en retour? Et mon interlocuteur me répond, ah oui, mais on ne peut pas dire il faut, parce qu'il n'y a pas de loi. Moi, je réponds, mais est-ce qu'on peut quand même aller réclamer si l'autre ne donne pas en retour? Et il me dit, non, non, c'est pas possible d'aller réclamer le retour. Quand on donne ou quand on donne en retour, c'est volontaire, en tout cas dans notre esprit. Et de fait, tout le monde donne en retour, et on donne même un petit peu plus. Et c'est assez intéressant, ce dialogue que j'ai eu avec un villageois, parce que lui-même, en fait, il reprend les catégories de testards. Il dit, oui, il y a une obligation, tout le monde donne de fait, mais il n'y a pas de loi. Il utilise le mot doiha, c'est-à-dire on ne peut pas exiger, réclamer. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que sur le plan strictement juridique, il n'existe pas de procédure officielle ni de recours pour faire appel légitimement à la contrainte pour rendre. Et sur le plan social, on se rend compte aussi que c'est malvenu de venir réclamer. Donc, première réponse, on n'est pas dans l'échange non marchand, puisqu'il n'y a pas d'exigibilité du retour, il n'y a pas de sanction par la force pour contraindre à rendre. Alors, de quelle obligation s'agit-il? Donc, j'ai continué mon étude de sanctions et qu'est-ce qui se passe? Donc, on me dit que si on ne rend pas, on va perdre l'affection mutuelle. Là, c'est une catégorie locale qui s'appelle tilkam, qui est ce sentiment affectif, à la fois spontané, à la fois moral. Et on dit que si les gens ne rendent pas, on ne dira rien, mais on va perdre cette affection-là. Donc, première sanction, c'est sur la relation. Quelqu'un qui ne respecte pas ses obligations se verra mis à distance. Deuxième sanction, c'est sur la réputation. Ils disent, s'il ne rentre pas, on ne va rien lui dire, mais par contre, on va le dire aux autres. Et donc, le contrôle social fera en sorte qu'il perdra un petit peu en prestige, parce qu'on sait que lui, c'est quelqu'un qui ne rend pas, c'est celui qui ne respecte pas ses obligations. Donc, on se rend compte qu'il y a des obligations sociales entre les deux individus dont la relation peut être effritée si on ne respecte pas les obligations de retour, des obligations plus morales, on dit c'est pas bien, c'est mal, donc là on est dans l'ordre de la morale, et des obligations publiques, puisqu'il y a la société locale qui va intervenir par l'honneur, par la réputation. Donc on se rend compte que ces sanctions, qui sont sociales, morales, publiques, sont typiques des sanctions dans les systèmes de dons et de dons réciproques. C'est pourquoi que, grâce à cette étude des sanctions qui permet d'identifier le type d'obligation, juridique ou pas juridique, dans notre cas, c'est des obligations de l'ordre du social, de la réputation publique, on est bien dans un système de dons réciproques, non exigibles, à l'occasion de cérémonies. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il me semble qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc j'ai montré que le régime typique de circulation non marchande que j'ai observé dans ce village-là est de l'ordre du don réciproque. Néanmoins, quand je discutais avec les gens, donc ça c'est nos catégories à nous, avec le prisme d'Alain Testard. Mais quand on demande aux gens, eux ils n'utilisent pas le mot don qui existe en vietnamien, ils n'utilisent pas le mot cadeau, ils n'utilisent pas le mot présent, ils parlent de chao doi.
d'échange. Donc là, on est dans un cas, et il me semble que dans la discussion, vous avez un petit peu abordé ces questions. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les protagonistes eux-mêmes considèrent qu'on est dans l'ordre de l'échange, alors que nous, avec nos catégories, il semble bien qu'on est dans l'ordre du don, puisqu'il n'y a pas exigibilité. Et donc là, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont du registre de l'échange. Quand bien même il n'y a pas exigibilité au sens strict du terme, il y a d'autres éléments qui définissent un échange, selon Alain Testard, alors notamment la réciprocité en termes de mouvement, qui est systématique ou quasi systématique, la présence d'une contrepartie qui est pensée comme telle, puisque eux, les termes qu'ils emploient quand ils donnent en retour, c'est rembourser. Ils utilisent même le mot rembourser une dette. Donc on voit bien que dans le langage utilisé localement, le fait de rendre est bien pensé comme un retour d'une contrepartie à ce qu'on a reçu. Et tant que la contrepartie n'est pas remise, ils se considèrent endettés. Alors certes, ce n'est pas une dette au sens strict, parce qu'elle n'est pas exigible, mais ça reste une dette morale, sociale, puisque eux, ils en parlent en ces termes-là et qu'ils vont tout faire pour rendre. On se rend compte aussi que les transferts s'agencent par paire. On donne à une occasion, on reçoit, et c'est une paire close qui peut après redonner une occasion, rendre, et donc là, on retrouve encore une composante de l'échange. Enfin, il y a les rapports de causalité. C'est-à-dire qu'Alain Testard dit que dans un échange, le transfert et le contre-transfert sont l'un et l'autre cause réciproque l'un de l'autre. On donne à cause du retour de la contrepartie, et la contrepartie est donnée parce qu'on a reçu un transfert. Et dans ce système-là particulier, on retrouve ce rapport de causalité réciproque où on donne pour les sentiments, pour participer à l'événement, mais en vue de recevoir lorsque nous-mêmes on organise cet événement. Donc, la contrepartie est bien la cause du transfert, comme dans un échange. Donc tout ça pour dire qu'on est bien dans le registre du don au sens strict du terme, mais on est un type de don qui a beaucoup de composantes qui relèvent de l'échange, entendu au sens de Testard aussi, indépendamment de l'exigibilité, mais sur toutes les autres composantes qui composent l'échange. Donc est-ce qu'on peut parler ou pas dans ce cas-là de forme hybride, de don au sens strict, mais qui se rapproche de l'échange quand on regarde dans les détails? Et c'est pourquoi j'invite, dans certains cas, une fois qu'on a fait le travail de définir le type de transfert au sens strict, d'aller voir quelles sont les composantes du mélange. Et justement, Alain Testard, en nous proposant des catégories clairement définies, nous permet d'aller ensuite voir quels sont tels éléments qui relèvent plutôt de l'échange, qui relèvent plutôt du don ou d'un type de transfert du troisième type dans les transferts empiriques qu'on observe. Et là, le tableau que je vous mets, c'est qu'on voit il y a le pôle du don d'un côté, donc non exigible, le pôle de l'échange de l'autre, exigible, par la force si nécessaire. Et entre ces deux pôles conceptuels, eh ben, j'ai essayé de classer tous les types de transferts que j'ai observés. Et le régime de circulation non marchande, on voit, comme je vous l'ai dit, que c'est un don, mais qui tend, pour les composantes que je vous ai décrites, vers le pôle de l'échange. Ça montre pour moi que c'est très utile de mobiliser ces catégories-là. Ça permet de régler cette confusion qui règne depuis très longtemps sur les transferts non marchands, de distinguer clairement les types de transferts en tant que forme sociale, c'est-à-dire avant de prendre en compte les stratégies, les motivations, les intérêts des acteurs. Et ça permet du coup d'avoir au moins des catégories générales pour discuter des différentes formes de transferts non marchands d'une société à l'autre avec des critères clairs. Alors ce qui m'étonne, c'est que cette proposition méthodologique me semble encore peu mobilisée. Alors on trouve des études qui mobilisent ça, mais souvent c'est des études qui utilisent en fait des ethnographies déjà faites. Alors on a quelques cas, hein, Valérie est un exemple, on en a d'autres, où ils ont ce grille de lecture au moment de produire les données, mais bien souvent, et c'était le cas d'Alain Testard quand il travaillait sur le Potlatch et la Kula, il allait chercher des ethnographies et des indices dans les ethnographies pour voir est-ce qu'il y a une sanction, est-ce qu'elle est exigible, est-ce qu'il y a la violence, pour répondre à ces questions. Or, si on peut mobiliser ces catégories-là au moment même de la production des données, où on pose directement la question quelle sanction il y a, quelle est la nature des obligations, ça permet effectivement de répondre à tout un tas de problèmes. Mais comme je l'ai montré, c'est pas suffisant. Et ça, Alain Testard le disait lui-même. Il disait qu'avant de savoir ce que les hommes font avec une forme sociale, il faut savoir en quoi consiste cette forme. Mais ça, c'est qu'une étape de l'analyse. La classification selon les formes permet ensuite de rentrer dans les fonctions sociales, les intérêts, les motivations, et là de faire une ethnographie précise de tout ce qui se joue dans ces échanges.
Donc ça me paraît une étape nécessaire, mais pas suffisante, puisque, comme dans la réalité empirique, souvent les choses sont mélangées. Après avoir bien distingué les types de transferts, allons voir comment ça se mélange dans la réalité sociale. Et là, je vous ai mis une photo d'un numéro spécial de la revue de Mousson, où on a essayé de réunir une série d'études de cas qui mobilisent les catégories de testards dans leurs ethnographies pour voir quelle est la portée heuristique de ces distinctions-là, et ensuite une étude où on rentre dans le détail. Donc voilà, ma proposition est d'abord de faire un répertoire ethnographique, d'aller étudier les transferts empiriques, on les identifie, on les inventorie, on décrit leur mode de fonctionnement. Ensuite, on utilise les catégories de testards pour identifier à quelle forme sociale, à quel type de transfert elles peuvent s'identifier, et là on utilise le critère de l'exigibilité. Et ensuite, est-ce que ça relève du marchand, du non-marchand, de l'étatique, de la prédation ou d'un autre régime de circulation? Et tout ça va nous permettre de faire l'analyse détaillée socio-anthropologique des motivations, des fonctions, de la place que ça a, malgré la distance. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Panier. Je donne la parole à qui la veut ou à qui la prendra. J'ai juste une question. Merci pour cet exposé brillant et très intéressant. Mais vous avez rappelé qu'Alain Testard se basait sur des données de la littérature ethnographique du passé. Bon, ce n'est pas une critique, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, et vous avez axé plutôt sur les données de terrain récentes, en dehors de l'observation contemporaine. Néanmoins, il me semble que se pose le problème de l'échelle diachronique ou synchronique, parce que sur le même terrain, c'est-à-dire que là, vous parlez du Vietnam contemporain, tandis que moi, j'ai un contre-exemple. Enfin, j'ai une information qui pourrait vous intéresser. Si on considère le Vietnam dans les années 30, c'est-à-dire avant la chute du Nord, enfin la chute ou la montée du Nord, ça dépend le point de vue, en 54, dans les années 30, il y avait une tradition, comme a été rappelé par mon enseignant de vietnamien, mon maître Ton That Dung, qui était l'arrière-petit-fils de l'empereur du Vietnam, du régent, et aussi par M. Meillon, qui était un spécialiste, professeur au Long Zo du Vietnam, dont il parlait couramment la langue, me rappelait l'existence d'une institution particulière qui s'appelait les Bon Nak No, c'est-à-dire des mendiants puants, des SDF, des clochards, qui étaient recrutés par les créanciers quand les débiteurs ne payaient pas. Débiteurs, alors encore, on peut avoir des transferts non marchands et des transferts marchands, mais on peut avoir aussi des valeurs morales qui soient... parce que quand vous dites c'est non exigible, ça me paraît... c'est pas évident. Il y a des contextes sociaux, surtout en Asie du Sud-Est, où même si ce n'est pas exigé par la loi, par exemple avec un emprisonnement ou par le mandarinat, etc., c'est impossible d'y échapper d'une certaine manière. Et peut-être moins maintenant, mais en tout cas dans les années antérieures. Et donc les gens qui en empruntaient, par exemple, ne pouvaient pas rendre, c'était pas concevable parce qu'ils auraient eu la honte absolue. Donc alors que faisait le créancier quand on ne payait pas? Il envoyait les bonnes naknos, c'est-à-dire les mendiants, à l'entrée de la maison des gens ou de leur magasin, et c'était la honte totale pendant des jours, et la honte. Alors tout le monde fuyait, et ils étaient mis à nu, dénudés, bannis, enfin pas bannis au sens physique évidemment. Et donc il y avait un moyen de punition en fait. C'était différent d'un coup de bâton ou d'un emprisonnement ou d'une mise en esclavage, mais c'était néanmoins aussi efficace à l'époque, comme rappelaient donc mes maîtres que je salue. Bon, ils sont plus là maintenant. Donc je ne sais pas si c'est une piste, parce que prendre en compte ce qui se passait chez vos Vietnamiens là, si vous arrivez à trouver des traces il y a 50 ans ou 100 ans, ce serait peut-être intéressant pour voir le... Oui, oui, absolument. Merci. Bonjour. Oui. Alors, Emmanuel rebondit. En fait, bon. Oui. Alors merci pour votre intervention. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est que même aujourd'hui, dans la société actuelle, au Vietnam, il existe des transferts, alors pas exactement comme vous les décrivez,
mais qui sont bien exigibles, et pas exigibles seulement par la loi de l'État, exigibles par la force, considérées légitimes, et notamment les rapports de dette informels sans contrat entre particuliers, où ils vont faire appel à des petits mafieux locaux pour aller récupérer la dette. Tout ça se passe en dehors de l'État, sauf que, effectivement, la dette est bien exigible. Moi, là, j'ai parlé spécifiquement de ce que j'ai appelé le régime typique de circulation non marchande, à savoir ce qui circule lors des mariages, des funérailles, de l'inauguration d'une nouvelle maison et d'un problème de santé. Et encore, c'est que l'un des types de transferts lors de ces événements. Et ce que je conclus, c'est que là, ils sont non exigibles. Par contre, il existe actuellement au Vietnam, et dans le passé du Vietnam, bien sûr, un tas de transferts qui étaient bien exigibles. Et la question, ce n'est pas la présence d'un État ou d'une loi, c'est la question, est-ce qu'on peut avoir le recours à la force? Est-ce que celle-ci est considérée comme légitime? Et dans les cas que vous décrivez, c'est là d'être le cas. Ceux qui ne payent pas, ils savent qu'ils vont subir la sanction que vous dites, et dans ce cas-là, on n'est pour moi pas dans l'ordre du don, mais bien dans l'ordre de l'échange non marchand. Et même, ce qui est intéressant, c'est que les transferts que j'ai étudiés là, aujourd'hui, dans le Vietnam contemporain, je conclus qu'ils sont non exigibles, parce qu'on ne fait pas aller faire appel à une violence légitime, même non étatique, pour les récupérer. Mais ces mêmes transferts, on lit certaines études ethnographiques du début du siècle, étaient exigibles, parce que là, on pouvait forcer, contraindre ceux qui ne donnaient pas en retour, ou qui n'organisaient pas un événement de la même... Parce qu'à l'époque, ils ne donnaient pas en argent. Ils donnaient en produits de consommation, du riz, de l'alcool de riz, etc. Et ceux qui ne rendaient pas, ils avaient des sanctions par la violence. Donc un même transfert lors d'un même événement qui était à l'époque de l'ordre de l'exigibilité est devenu de l'ordre. Et donc je disais que dans mon cas, un même type de transfert qui aujourd'hui, je le classerais dans l'ordre du don, qui tend vers l'échange parce qu'il est fortement obligé, était à l'époque un échange non marchand, puisqu'il est exigible par la contrainte s'il le faut. Donc voilà, bien sûr qu'il y a déjà différents types de transferts à une même époque, et dans le passé, dans le présent, il y avait des échanges non marchands et des échanges de l'ordre du don. Donc mon idée n'est pas de dire au Vietnam, il n'y a que du don. De dire dans ce cas-là, il y a du don, et lui-même était à l'époque un échange non marchand, il en existe de l'autre qui sont des échanges non marchands.